Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Guillaume Rivalan. Le procès de El Hadji Bambas le tient en ce moment même aux assises de Seine-Saint-Denis. Il est poursuivi pour le meurtre d'un vendeur de kebab qui ne l'avait pas servi assez vite selon lui. « Fais-moi le sandwich ou je te tue », lui avait-il dit. Le serveur lui avait proposé une pizza qui était prête, mais Bamba a sorti une arme et tiré 3 balles de 9 mm vers Mohamed Fares Ben Yayaten, 29 ans, touché deux fois, dont une au poumon. Il allait décéder sur place. L'accusé était fortement alcoolisé, mais avait surtout un casier judiciaire particulièrement chargé, au point qu'il a fallu 10 minutes à la présidente de la cour d'assises pour en lire l'intégralité. Un casier qui comporte déjà pas moins de 26 condamnations pour violence, vol, menace de mort ou encore détention de stupéfiants. D'où notre premier débat, la justice est-elle trop laxiste avec les multirécidivistes? Et vous êtes 96% à dire oui. Avec nous, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Denis Jacob, bonsoir. 36 ans, 26 condamnations pour des faits graves, en liberté. Et c'est un jeune de 29 ans qui meurt sous les balles. Est-ce que quelque part, ça pose pas vraiment la question du fait que les peines sont trop faibles et que des voyous de la pire espèce se retrouvent en liberté et peuvent tuer quasi impunément? Alors le thème de votre sujet, c'est la justice est-elle laxiste sur les multirécidivistes? Moi je dirais, est-elle laxiste tout court? Quand vous êtes policier sur le terrain, vous interpellez des individus au risque de mettre en danger votre vie et que vous retrouvez l'individu le lendemain dans la rue, il y a de quoi se poser des questions. Alors, est-ce que les peines prévues sont-elles trop légères? C'est pas tant le niveau de la peine, c'est de l'application de la peine, la réponse pénale qui est apportée. Et honnêtement, pour les policiers sur le terrain, il y a ce sentiment de laxisme parce que nous considérons que les peines ne sont pas suffisamment fermes. Alors, ça serait un peu réducteur de dire que la justice est laxiste, même si l'on sait qu'il y a des magistrats dogmatiques, un peu comme dans toutes les professions, il y a toujours des brebis galeuses entre guillemets, donc des magistrats laxistes, il y en a, bien évidemment. On parle aussi dans la police nationale de quelques cas individuels de comportements condamnables, donc ça existe partout, mais ça serait réducteur et démagogique de dire que le problème se résout uniquement au niveau du laxisme de la justice. La justice a un gros problème de moyens, comme la police nationale. Ils sont en train de mener des états généraux sur la justice justement pour voir comment améliorer le fonctionnement de la justice et lui donner les moyens, mais c'est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas, à notre sens, suffisamment de fermeté dans la réponse pénale quand on trouve ce genre d'individu avec pas moins de 26 condamnations à son actif et qui est encore en liberté. Je pense qu'il est temps que toute la chaîne pénale œuvre dans le même sens, et pour la justice, entre l'équilibre de l'indépendance du juge, mais aussi l'obligation pour la justice de répondre à une sécurité que l'on doit notamment aux victimes. La parole est à monsieur l'avocat général Philippe Bilger. Alors bien sûr, je suis en grande partie d'accord avec Denis Jacob. J'indique tout de suite que le problème des moyens n'a rigoureusement rien à voir avec le scandale que vous avez justement choisi, Philippe, comme thème des vraies voix. J'en tirerai le grand problème pénal et la calamité fondamentale de notre édifice pénal, c'est l'inexécution des peines. Et évidemment, comme c'est un problème capital, c'est un problème sur lequel le garde des Sceaux ne se penche pas. Premier point, inexécution ou exécution partielle des peines. J'en tire une deuxième observation, Philippe. Il faudrait plus que jamais faire revenir des peines planchées. J'entends bien que les anciennes ont été largement attiédies par le Conseil constitutionnel, mais quand on voit le parcours de cet homme, vous avez rappelé 28 condamnations, 26 de toute nature, eh bien, il est évident que si nous avions eu à l'époque des peines planchées observées rigoureusement, eh bien, il n'aurait peut-être pas commis cet acte atroce pour des motifs dérisoires. Troisième élément, et je vais vite, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire,
dire, mais je laissais évidemment les autres chroniqueurs parler. Troisième élément, c'est que si j'étais garde des Sceaux, Philippe, je me pencherais, une fois l'arrêt rendu, sur le parcours de l'accusé pour voir tout de même dans ces 26 condamnations s'il n'y a pas eu à un certain moment un dysfonctionnement grave. Il n'est pas possible que pour un individu de ce type, dans 26 condamnations, il n'y ait pas eu à un certain moment un couac quelconque dont la responsabilité peut être imputée à quelqu'un. C'est ce que j'aurais fait. Denis Jacob. Oui, je rejoins bien évidemment l'analyse globale de Philippe Bilger. Alors moi, je suis un peu plus nuancé sur les peines planchers parce que le code pénal prévoit des peines suffisamment importantes pour qu'elles soient appliquées, mais encore faut-il qu'elles soient appliquées. Or, on le constate régulièrement dans les dossiers que les policiers gèrent, c'est que très souvent, ils sont condamnés à du sursis. Donc forcément, ils sont remis en liberté. Donc il y a avant tout, et avant surtout de parler de peine planchers, un problème d'application ferme des peines qui sont prévues au code pénal. On ne peut pas être toujours, je pense, au niveau des magistrats, être dans la consensualité, excusez-moi. Alors, on peut toujours parler du primo-délinquant, c'est la première fois, il a commis une erreur, on peut prononcer du sursis, mais quand on a ce type d'individu qui a 26 condamnations à son actif, que fait-il dans la rue? Et je rejoins tout à fait Philippe Bilger sur le fait qu'il y a eu certainement, à un moment ou un autre, un problème avec cet individu dans la gestion pénale et le suivi de son parcours. Et puis bon, derrière, il y a toute la problématique de l'univers carcéral, des places de prison, etc. Il y a un problème général que l'on devrait traiter dans sa globalité. Et ce que je regrette malheureusement, c'est qu'une fois de plus, on ait traité les problèmes de sécurité séparément, avec d'un côté le Beauvau de la sécurité pour la police nationale, de l'autre les états généraux de la justice. Et j'espère que là-dedans, il y a aussi un pan sur la pénitentiaire parce que tout est lié et dès qu'il y a un dysfonctionnement à un niveau ou à un autre, malheureusement, c'est toute la chaîne pénale qui en pâtit et les premières victimes sont nos concitoyens. Lydia Guirousse. Oui, alors que pensez-vous du discours du président de la République et des propositions qui ont été faites notamment à Nice avec ces 15 milliards qui ont été... promis, on va dire, hein, puisque c'est pour la suite. Pour la sécurité, 15 milliards, c'est beaucoup pour le ministère de l'Intérieur. Et puis surtout, le président a parlé d'une approche globale, justice et police. Vous, en tant que syndicaliste, quel est votre retour? Est-ce que vous êtes plutôt satisfait ou pas? Et à combien estimez-vous le nombre de places de prison qui manquent aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression, en tant qu'observateur, que c'est souvent la pénurie de places de prison qui guide en fait une partie des décisions. Je dis une partie des décisions des magistrats. Denis Jacob. Alors, je vais prendre vos questions, vos interrogations à l'envers, si vous me permettez. Sur l'univers carcéral, je suis désolé, je suis fonctionnaire de police, donc j'ai pas forcément toutes les données, mais on sait tous, parce que c'est public, qu'il y a une surpopulation carcérale aujourd'hui. Donc, de toute façon, il y a un manque de places de prison, c'est indéniable. Quant aux annonces du président de la République, bien évidemment, je ne vais pas dire que je ne suis pas satisfait. 15 milliards d'euros sur 5 ans, c'est du jamais vu au ministère de l'Intérieur. Donc, bien évidemment qu'on est content. Après, le détail qui nous a été communiqué par le ministre de l'Intérieur le lendemain par un courrier qu'on a reçu en soirée appelle quelques satisfactions, mais aussi quelques interrogations, voire des inquiétudes quant à la mise en œuvre détaillée des mesures catégorielles. Et ce qui concerne la justice, dans les annonces, on regrette quand même qu'il n'y a pas grand-chose de dit sur la justice, puisque les états généraux ne sont pas finis, donc c'est compliqué, et à la fois pour le ministre de l'Intérieur et à la fois pour le président de la République de s'avancer sur ce sujet-là. On a néanmoins quelques pistes parce qu'elles sont concrètes. Et il y en a une notamment que mon organisation porte depuis le début, et on l'avait proposée au Sénat d'ailleurs, et elle a été retenue. C'est le principe d'une plus grande collaboration entre les magistrats et la police, et notamment les officiers de police judiciaire, puisque Alternative Police CFDT a demandé, et pour le coup obtenu, le fait qu'on puisse mettre un magistrat référent dans les plus gros services de police pour que, en temps réel, ils puissent déterminer si les procédures que nous faisons méritent d'être poursuivies ou si elles ne nécessitent pas une procédure pénale. Donc c'est ce qu'on appelle la simplification. Et puis, il y a
un autre sujet qui est la dématérialisation de la procédure pénale, notamment par son oralisation. C'est une revendication qu'on porte aussi depuis 2017 et qui avance petit à petit, mais tout ça doit permettre de faire avancer le travail de police plus vite, moins chronophage, mais aussi d'aller plus vite dans les décisions de justice, puisqu'il y a aussi ce problème entre l'infraction qui a été commise, le délit, la présentation à la justice et la condamnation. Il peut se passer des mois et des mois avant qu'on ait une condamnation. Guillaume Rivalan. En termes de bilan, juste 2-3 éléments qui sont importants à rappeler. Sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est plus 15 000 places de prison. C'est quand même beaucoup. C'est un budget aujourd'hui de la justice qui est à 8 milliards 200 millions d'euros. Oui, mais c'est quand même dans le pipe. Hein. Donc voilà, c'est plus 10 000 postes de fonctionnaires de police et de gendarmes. Et on part de loin. Donc si vous voulez, ça c'est sur 5 ans. Bon, donc les annonces du président de la République sur les années à venir sont les bienvenues. Il faut regarder en détail, vous avez raison, comment ça va être appliqué. Et ça, c'est le premier sujet sur les moyens. Deuxième sujet sur l'application des peines. Vous avez sans doute raison, mais c'est aussi un cas particulier. Bon, après, ce qui est très étonnant dans ces cas-là, c'est qu'on a des statistiques. Cas particuliers. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a des statistiques très précises sur les récidivistes. On voit que pour la moitié, ce sont pour des faits de vol. Pour la moitié, ce sont des hommes. Et pour la moitié, ce sont des gens qui ont arrêté très tôt leurs études. Bon, on se demande pourquoi on ne travaille pas ça. Si on a toutes les données, c'est quand même très étrange de ne pas apporter une réponse extrêmement sur mesure. Je suis d'accord avec vous, mais il ne faudrait pas non plus à l'inverse qu'on dise systématiquement en termes de peine avec de soucis, oh c'est un pauvre petit malheureux, maltraité par la société, Bien sûr. Il faut surtout pas l'incarcérer. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que vous préconisez pour les jeunes et pour les mineurs? Qu'est-ce que vous préconisez en dehors de la prison, parce que beaucoup disent que la prison est aussi une fabrique de la criminalité, et beaucoup s'enorgueillissent quand ils retournent dans le quartier en disant ouais, moi j'ai fait de la prison, je suis un homme maintenant. Un jeune de 16 ans, est-ce que vous avez des propositions sur spécifiquement les plus jeunes? Oui, mon organisation syndicale a des propositions, on les a déjà formulées à de nombreuses reprises. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler aussi sur le plateau de Sud Radio à plusieurs reprises. Là, on parle des conséquences d'un problème, on ne parle pas des causes. Et aujourd'hui, c'est bien ce qu'annonce le président de la République, ce que fait le ministère de l'Intérieur. Il y a un véritable volontarisme d'améliorer la sécurité, les conditions de travail des policiers. Ça, c'est incontestable. Mais tant qu'on abordera la problématique de la sécurité que par la sécurité, on ne réglera rien. Et parallèlement à ce plan conséquent quinquennal qui est annoncé, encore faut-il qu'on ait une réélection présidentielle, mais je n'ose pas croire qu'il n'y aurait pas continuité de l'État sur ce sujet-là, quel que soit le gouvernement et le président de la République élu, mais tant qu'on ne mènera une politique de sécurité seule, sans un véritable plan interministériel de politique de la ville, de la politique économique, de la politique sociale, notamment dans les quartiers difficiles, où on a laissé en déshérence tout un pan de la société. Moi, je me rappelle, il y a une trentaine d'années, on avait des éducateurs sociaux, on avait des animateurs sociaux dans les quartiers difficiles qui prenaient les jeunes qui étaient en déshérence parce qu'il y avait aussi un abandon de l'autorité parentale. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Les services publics ont disparu. Tous ces territoires-là sont laissés à la main des délinquants, des criminels, notamment sur les trafics de stupéfiants. Et donc, mais qu'est-ce que vous préconisez pour les jeunes, plus spécifiquement pour la délinquance qui touche les jeunes, très rapidement? Mais c'est ce que je vous dis. Il faut qu'en amont des réponses sécuritaires que l'on a, il faut apporter une réponse sous la forme du rapport Borloo, notamment, qui est resté au fond d'un tiroir. Il faut qu'on prenne en charge ces jeunes qui sont laissés à la main des délinquants, justement pour éviter qu'ils tombent eux aussi dans la délinquance. Aujourd'hui, un jeune préfère aller faire le guet au coin d'une rue pour gagner 100 € par jour. Mais concrètement, on fait des internats ou on les sort de ces quartiers. Moi, dans mon livre, j'avais préconisé que les enfants qui commençaient à glisser vers la délinquance, les parents pourraient alerter, je sais pas, les services sociaux, et on pourrait mettre en place des internats qui permettraient de les sortir de ces quartiers-là, de les encadrer, de soulager aussi des parents qui sont parfois dépassés. Est-ce que ce type de dispositif, vous pensez que ça serait de nature à essayer d'endiguer ce glissement vers la délinquance des plus jeunes? Et on parle de jeunes qui ont parfois 10-12 ans. Denis Jacob et après Philippe Bilger qui donne la parole. Tout à fait, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvaise idée tant qu'il s'agit de sortir ces jeunes
du pan de la délinquance. Moi, je parle de plan social, c'est-à-dire d'avoir des gens qui socialement vont s'occuper des jeunes qui se retrouvent dans la rue. Alors, il y avait des dispositifs. Par exemple, dans la police nationale, on a mis en place, ça fait des décennies, ce qu'on appelle des centres... j'ai oublié le terme, excusez-moi. Ce sont des centres éducatifs fermés. Non, pas du tout. Ce sont des CLJ, des centres loisirs jeunes. Les CLJ, les CLJ. Et ce sont des policiers, qui accueillent des jeunes, qui s'occupent d'eux, déjà pour créer le lien population. Alors moi, je suis pas non plus pour aller organiser des matchs de foot tous les 4 matins dans les quartiers difficiles, parce que c'est quand même pas non plus le rôle des policiers que d'agir sur ce pan-là, mais on doit mettre un dispositif d'agents d'État sous forme d'animateurs ou d'éducateurs sociaux. Philippe Bilger attend la parole depuis tout à l'heure. Mais Guillaume, je vois avec plaisir que Guillaume Rivalan met au crédit du président même les promesses non réalisées de 2017. Alors vous êtes provocateur. Ensuite, les 15 milliards... J'ai envie de vous répondre qu'il y a même un candidat à la présidentielle qui est multirécidiviste. Non, mais on pourrait en discuter de ça, mon cher Guillaume. 2011, mais c'est pas le moment. 2020. Mais les 15 milliards promis n'engage que le candidat qui s'engage à les donner, Emmanuel Macron. Et troisième élément, Denis, je sens avec bonheur que vous êtes infiniment plus humaniste que moi, parce que les solutions que vous évoquez, ce sont des solutions de long terme, qui nous permettront tous d'être victimes avant qu'elles soient réalisées. Donc, et je réponds à votre argument sur le fait que la législation actuelle permet de répondre à ces multirécidivistes. Ça n'est pas totalement exact, parce que l'intérêt des peines planchées, c'est qu'elles mettaient en cause l'entêtement dans un processus délictuel ou criminel. Et quel meilleur exemple que celui qu'évoque Philippe avec l'homme aux 26 condamnations. Denis Jacob. Oui, Philippe, vous avez entièrement raison. Il y a une nécessité aussi de dépoussiérer le code pénal, le code de procédure pénale. Enfin, on a besoin dans ce pays d'une véritable réforme globale de cette procédure pénale qui ne fonctionne pas bien, il faut le dire. Et je dirais, je ne veux pas dire c'est la faute à pas de chance, mais en tous les cas, c'est ni la faute des policiers, ni la faute de la justice en général. Et malheureusement, ce code pénal est certainement en partie inadapté. Et c'est cette inadaptation qui fait que nous n'avons pas des réponses fermes, en tous les cas, celles que nous, on considérait beaucoup plus fermes à celles qui sont prises aujourd'hui. Guillaume Rivalan. Oui, moi j'ai bien aimé, Monsieur Jacob, votre intervention sur travailler sur tout ce qui est en amont, c'est-à-dire l'aménagement du territoire et l'éducation. C'est très clair que si on apporte des réponses extrêmement vives sur ces sujets, il y aura moins de ce type de délinquance, et derrière apporter aussi des mesures sur mesure pour les gens qu'on a identifiés comme étant potentiellement plus récidivistes que les autres. Après, on va pas se battre sur les bilans des uns des autres. En attendant, sur 5 ans, il y a énormément de choses qui ont été faites, cher Philippe. Et il y a beaucoup de choses en termes d'intention et de projection, parce que c'est ça aussi, gouverner, c'est être capable d'avoir une vision, une ambition pour le pays. Et même si on n'a pas le résultat escompté du jour au lendemain, c'est un peu comme sur la santé avec les lits de réanimation et les médecins. Pour en former, il faut 12 ans, c'est la vie, on ne peut pas accélérer. Eh bien, l'important, c'est d'avoir cette projection-là, et on a la chance d'avoir un exécutif qui prend ça au sérieux. Denis Jacob, en une petite... Oui, Philippe Bilger, très court, et Denis Jacob, oui. C'est une grande ligne de partage avec Guillaume, et là je le dis très sérieusement, je pense que la grande faiblesse du quinquennat d'Emmanuel Macron a été sa mansuétude régalienne. Et Guillaume a l'avis inverse, mais il faudra qu'on en discute plus longuement. Je pense que c'est l'était les 3 premières années, mais lorsqu'il a nommé Gérald Darmanin, il a pris un virage sur ces questions-là, parce que Gérald Darmanin, c'est quand même un ministre qui compte et qui a gagné ces arbitrages, et donc qui a apporté des moyens. Donc je pense que ce procès, il aurait pu être fait les 3 premières années, mais depuis 2 ans à peu près, j'ai l'impression qu'ils ont pris conscience que le régalien, ils ne pouvaient pas en faire, ils ne pouvaient pas l'ignorer, et ça serait un talon d'Achille s'ils continuaient à l'ignorer. Denis Jacob, en 30 secondes, le mot de la fin.
Je confirme totalement ce que vous venez de dire, Lydia. Ça, c'est clair que depuis 2 ans, ils ont pris la conscience de la nécessité du régalien en matière de sécurité. Mais comme le disait Philippe, je ne vis pas dans le monde des bisounours, que les choses soient claires. Forcément, tout ce que j'ai dit en préconisation annexe, il va falloir des années et des années. Et qu'en attendant, je le répète, il va falloir faire preuve de la plus grande fermeté en matière de réponse pénale. Quand on voit un policier qui s'est fait lyncher par une dizaine d'individus à Lyon et sur les 10, 2 prennent du ferme et les 8 autres sont relaxés parce qu'on ne dispose pas suffisamment d'éléments pour les condamner alors qu'ils étaient présents sur place lors des faits et qu'ils reconnaissent avoir été présents. C'est scandaleux. Et ça, c'est scandaleux. Et donc, en attendant, il faut faire preuve de la plus grande fermeté pénale. Merci beaucoup, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Verdict sur Twitter. Vous pensez à 95,1% que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes. On se retrouve tout de suite pour la chronique présidentielle de Philippe Rossi.